Merci, Monsieur le Président. Comme le dirait Eddie Mitchell, c'est ma dernière séance, c'est-à-dire ma dernière question. Et j'ai pensé transformer ma question en un vœu dans l'espoir qu'il se réalise. J'ai fouillé dans ce qu'il m'a fait bouillonner ces derniers temps et j'ai repris la question de l'écocide et de sa reconnaissance dans le droit pénal que j'ai défendu au nom de mon groupe il y a quelque temps de cela. L'équation est assez simple. Qui dit écocide dit criminalité environnementale. Qui dit criminalité environnementale dit destruction d'habitat naturel. Qui dit destruction d'habitat naturel dit animaux sauvages en déshérence. Et qui dit animaux sauvages en déshérence dit risque de pandémie ou d'épidémie. Vous voyez à quoi je fais référence. Alors quand allez-vous reconnaître enfin dans notre droit l'écocide? Un mot plus personnel, Monsieur le Président. Si je suis ici depuis 13 ans, c'est à cause de ma mère. Lorsque j'étais lycéen, lors de mon premier engagement, rassurez-vous, Monsieur le Premier ministre, rien de violent, c'était pour la constitution d'un comité de défense pour Nelson Mandela, ma mère m'avait dit « la politique, ce n'est pas pour nous ». Et depuis ces longues années, j'ai tout fait pour ne pas lui donner raison et pour faire en sorte que le fils de marin et de femme de ménage que je suis ait sa place ici. Et si j'ai beaucoup donné, parfois au détriment de mes enfants, Oscar et Roman, c'est pour faire en sorte que eux, ou ceux de leur génération, ne se disent jamais que la politique, ce n'est pas pour eux. Un dernier mot. Et Monsieur le ministre, je crois savoir, Monsieur le Premier ministre, je crois savoir que vous êtes de ces hommes qui lisent et que vous aimez le verbe. Je crois que nous avons en commun sans doute cela et un peu la Normandie aussi. J'emprunterai mes mots à ce poète Federico García Lorca qui a été abattu, comme vous le savez, par les miliciens parce que homosexuel, parce que républicain et sans doute parce que poète. Et il disait « Je reviendrai ici chercher mes ailes ». Oui, je reviendrai chercher ici mes ailes parce que je suis de ceux qui pensent que notre Assemblée est capable de nous élever. Elle l'a fait lorsque notre ancien collègue Patrick Roy nous a émus jusqu'aux larmes. Elle l'a fait lorsque nous avons tous ensemble entonné la Marseillaise au moment des attentats. Et pour certains d'entre nous, elle l'a fait aussi lorsqu'elle a voté le mariage pour tous ou la PMA pour tous. Je suis persuadé qu'elle le fera encore. Vive la République. Merci. Monsieur le Premier ministre, la mort de George Floyd a soulevé l'indignation de milliers de personnes dans le monde entier. Elle met en relief le racisme vertébral des États-Unis, première puissance mondiale, dont les germes proviennent principalement de l'esclavage des Noirs. Les nations d'Occident, elles aussi, se sont enrichies sous ces mêmes fondations. Ce sont ces fondations qui ont créé et maintenu vivace dans le monde contemporain le racisme que l'action politique ne saurait tolérer. Oui, contre toutes les violences raciales, la République se doit d'être exemplaire. Exemplaire sur l'exigence de justice, de vérité face aux drames humains répétés comme celui d'Amada Traoré. Mais le racisme peut être aussi obscur et larvé par la présence inacceptable de certains monuments symboles de la période coloniale. Ici, à l'Assemblée nationale, je pense à Colbert, le père du Code noir, par la parole de celui qui, à longueur de tribune et d'antenne, distille impunément la peste qui lui sert d'activité mentale. Je veux parler d'Éric Zemmour. C'est tout cela qui fait persister un esprit colonial érigé en système, source d'inégalité et d'injustice de génération en génération. C'est cet esprit colonial qui attise des révoltes qu'il faut entendre et qui exige des mesures exceptionnelles. L'outre-mer est au cœur de ce drame postcolonial. L'injustice au quotidien asphyxie dans la dépendance structurelle à la tête des administrations, dans l'économie, dans les niveaux d'équipement, de santé, d'éducation et de culture, dans le traitement des scandales comme ceux de la chlordécone et j'en passe. La vague planétaire qu'a suscité l'assassinat de Floyd montre que la dépréciation d'une minorité humaine ne sera plus acceptée. Monsieur le Premier ministre, il est encore temps de donner un sens à ce principe majeur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est en mettant fin au racisme que nous pourrons dépasser les blessures de l'histoire, réparer les fractures du présent et regarder l'avenir en confiance. Quand accepterez-vous enfin d'oxygéner ce pays? Durant le confinement, nos applaudissements chaque soir sont allés aux soignants. À l'hôpital, dans leur cabinet, à domicile, ils ont donné sans compter. Mais aujourd'hui est pour eux une journée de mobilisation
pour être enfin entendus. Et même s'ils nous disent qu'ils n'ont fait que leur travail, la nation a une dette vis-à-vis d'eux. Cette dette, c'est leur donner plus de moyens matériels et humains pour bien travailler. Cette dette, c'est améliorer leur rémunération chaque mois. Cette dette, c'est tenir les engagements qui avaient été pris par votre gouvernement sur le versement des primes. Alors, les personnels hospitaliers et d'EHPAD la recevront très bien, même si ce ne sera pas du même montant pour tout le monde. Mais la grande inconnue, elle concerne les aides à domicile. L'État et les départements se renvoient la balle pour savoir qui financera. Monsieur le ministre de la Santé, les aides à domicile, souvent des femmes, qui touchent de petits revenus, avec des conditions de travail difficiles, eh bien, ces aides à domicile ne peuvent pas être les otages d'une discussion entre l'État et les collectivités locales. Monsieur le ministre de la Santé, quand les aides à domicile recevront-elles cette prime, cette reconnaissance que la nation leur doit? Merci Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Longtemps, l'école de la République fut notre fierté, un levier puissant de l'ascenseur social. Mais les classements de l'OCDE sont désormais des constats douche froide, et ce, année après année. Le niveau des élèves n'est pas à la hauteur de nos espérances, notamment en termes d'autonomie, et des inégalités scolaires fortement liées aux origines sociales. La crise sanitaire est arrivée et n'a rien arrangé. Nous avons perdu beaucoup trop d'élèves. Certes, Monsieur le Ministre, la communication sur les vacances apprenantes va bon train, laissant croire que tout est sous contrôle. Mais quelle sera l'ampleur de ce dispositif? Touchera-t-il tous les élèves qu'il faudrait? Quand, dans le même temps, la mesure exceptionnelle du 22 mars de cette année, de 50% de crédit d'impôt accordé pour les cours privés à distance, permettait déjà aux familles aisées un accompagnement de leurs enfants pendant le confinement. L'école est gratuite et obligatoire et doit le rester. Elle doit être la même pour tous et doit permettre à tout enfant de France de devenir ce qu'il peut devenir, c'est-à-dire lui permettre de déployer tous ses talents. C'est votre devoir et votre responsabilité que cela soit. Le confinement, s'il a été difficile pour tout le monde, l'a été encore plus pour certains. Je pense aux mères, sans aucun autre équipement numérique qu'un simple téléphone portable. Je parle de mères au foyer, bien sûr. Je vous laisse imaginer la gestion rien qu'avec 2 enfants. S'ajoute à cela l'électronisme qui frappe 13 millions de Français. La fracture sociale est en train de devenir un gouffre béant. Gouverner, c'est anticiper et prévoir. Ma question, au nom du groupe socialiste et républicain, porte sur la rentrée scolaire de septembre, cruciale comme jamais. Quelle est votre stratégie face à l'urgence absolue? Quelles dispositions spécifiques seront prises concrètement afin de remédier au creusement des inégalités scolaires et numériques durant la crise et de permettre à tous les jeunes en âge scolaire de reprendre le chemin de l'école sans souffrir de retard irrécupérable? Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'associe à ma question les commissaires socialistes de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. La crise sanitaire a entraîné une récession économique et sociale qui nous oblige à repenser nos modèles de consommation et de production. Alors que les plans de relance ne cessent d'inquiéter les entreprises et les salariés tant leur visibilité est parfois complexe, de nombreuses voix s'élèvent pour demander que la sortie de crise de 2020 ne ressemble pas à celle de 2008, quand les programmes de soutien à l'économie avaient entraîné une hausse significative des émissions de CO2. Certes, il faut rapidement soutenir la reprise d'activité et relancer l'emploi, mais ignorer l'impérative nécessité de construire dès aujourd'hui le projet d'une économie verte serait irresponsable. Oui, nous devons soutenir dans l'urgence les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile, mais il faut mobiliser maintenant les aides financières significatives et engager rapidement une réflexion sur la formation des salariés à de nouveaux métiers pour réaliser avec succès le verdissement de leur production. Or, Airbus envisage de couper dans son budget recherche et développement et dans la course à l'hydrogène, l'Allemagne n'a pas attendu pour investir massivement dans l'hydrogène vert. De même, nous devons construire une politique volontariste de rénovation thermique des bâtiments et des logements que la ministre de la Transition écologique appelle d'ailleurs de ses vœux et que le secteur du bâtiment est prêt à mettre en œuvre. Enfin, le temps est venu de développer une politique des transports écologiques, domaine dans lequel nous accusons un retard important au regard des évolutions chez nos voisins européens.
Tandis que la Convention citoyenne pour le climat s'apprête à rendre ses 50 propositions et que la Commission européenne souhaite une relance verte pourvoyeuse d'emplois, Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser quels moyens financiers efficients vous comptez engager pour accélérer la transition énergétique et écologique, dont le ministre de l'économie a dit lui-même que ce serait une erreur historique que de l'ignorer? Merci, Monsieur le Président. Je souhaite associer à cette question ma collègue Gisèle Jourda, sénatrice de l'Aude. Monsieur le ministre, le décret du 14 mai 2020 prévoit l'attribution d'une prime aux professionnels des établissements publics de santé qui ont mobilisé toutes leurs forces pour vaincre l'épidémie du coronavirus. Ce décret a suscité de vives réactions de la part des personnels soignants, tant il est injuste et inéquitable dans son application. Le montant de cette prime variant de 500 à 1 500 € selon l'établissement ou la situation géographique. Partout, cette distinction est très mal vécue par les personnels concernés, qui voient un manque de reconnaissance de la nation pour leur action, pour leur engagement pourtant sans faille. Sans compter que certaines professions sont exclues de ce dispositif de prime. C'est le cas par exemple des aides à domicile qui ont, malgré la quasi-absence d'équipement de protection individuelle au départ, continué à assumer pleinement leur rôle en première ligne auprès des personnes âgées dépendantes en situation de handicap. Elles ont notamment aidé nos concitoyens les plus vulnérables à supporter l'isolement pendant le confinement. Ce sont 300 000 professionnels de l'aide à domicile qui sont exclus de la prime Covid. Tous les métiers exposés au virus doivent être récompensés par la nation. Le gouvernement a pris la décision de ne verser des primes qu'au personnel d'État, de santé et du médico-social, laissant notamment aux collectivités locales le soin d'assumer les dépenses pour certains autres professionnels. Dans le contexte que nous traversons, ce n'est pas acceptable. Aussi, ma question est simple. Que comptez-vous faire pour tenir vos promesses et garantir une équité de traitement pour tous les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social ?